bienvenue donc, à cet Open IMA Day destiné à découvrir un peu plus le MLOps, à en parler avec tout le monde, des gens qui vont peut-être découvrir le MLOps et d'autres qui sont déjà des practitioners. Je m'appelle Maë et aujourd'hui on va partir dans une exploration de cette contrée encore un peu sauvage qui est le MLOps. Alors, cette présentation, elle a vocation à surtout être un tour d'horizon pour parler un peu de ce que c'est le MLOps, à quoi ça sert, pourquoi, et de rafraîchir un peu nos connaissances pour mieux apprécier les interventions qui vont suivre les miennes. Alors, avant tout, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est une histoire qui remonte un peu à mon adolescence. Je suis partie aux États-Unis avec mes parents et on a fait un road trip sur la côte ouest. On a fait San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. Alors Las Vegas, quand tu as 17 ans et que tu es avec tes parents, bon, voilà, ça donne mal au crâne. Et on est aussi allé donc, dans la fameuse Death Valley, la vallée de la mort, et au Grand Canyon. Et en visitant le Grand Canyon, il y avait des endroits comme celui-ci. Donc, ce que vous voyez sur la gauche, c'est un point d'observation où on peut apprendre des fun facts autour du Grand Canyon et l'apprécier dans toute son immensité. Parmi ces fun facts, on apprend qu'on peut traverser le Grand Canyon d'un flanc à l'autre au cours d'une randonnée. Mais ce n'est pas une randonnée pour débutants, il faut vraiment être chevronné, parce qu'elle prend au minimum 12 heures, plutôt 15 heures. Et c'est tellement compliqué en fait qu'il y a des gens qui descendent dans le Grand Canyon et qui rebroussent chemin, même si c'est vraiment des randonneurs super expérimentés, au point où maintenant il y a un camping au milieu, en bas, pour que les gens puissent le faire en 2 fois. Sinon, c'est vraiment trop compliqué. Mais même malgré tout ça, il y a des gens qui descendent pour le faire, et même pire, qui n'en remontent jamais. Alors pourquoi je vous parle de Grand Canyon alors qu'on parle de MLOps ? Il y a un rapport. C'est parce qu'en fait, en lisant un livre sur le MLOps qui s'appelle MLOps Engineering at Scale, je suis tombée sur cette citation. Un gouffre semblable au Grand Canyon sépare le code expérimental, machine learning, des systèmes de production. Donc cette phrase, elle vient du livre de Carlo Zipov, qui est un ancien IBMer. Il était resté là-bas juste plus de 15 ans, et il est passé par Google aussi, pour information. Et j'aime bien cette analogie, et je trouve qu'elle parle quand même bien des enjeux en fait, du MLOps aujourd'hui, face à ce gouffre qui sépare ce qui va se passer en développement et ce qui va se passer en production. Et donc aujourd'hui, je vous propose qu'on explore un peu ce canyon, et qu'on réfléchisse à un moyen de le traverser plus efficacement qu'en faisant une pause au camping et en se perdant à droite à gauche. On va réfléchir à la construction d'un pont. Alors, petite présentation un tout petit peu plus détaillée avant d'aller plus loin. Donc, je vous l'ai dit, je m'appelle Maë Yenner. Je suis MLOps Engineer et je suis IMAIenne depuis juillet 2022. Donc ça, c'est moi. Retour au canyon. Qu'est-ce que c'est le MLOps ? On peut commencer avec une définition un peu simple. On peut dire que le MLOps, c'est un ensemble d'outils et de bonnes pratiques basés sur le DevOps et appliqués au domaine du machine learning. Alors, j'ai mis basé sur le DevOps en gras, c'est pas pour rien. Il y a quand même beaucoup de choses que le DevOps, en tant qu'ensemble de bonnes pratiques, nous apporte, qu'on peut appliquer directement au machine learning, et ça ne sert pas de réinventer la roue en fait. Mais le machine learning, ça reste quand même un domaine assez particulier qui fait qu'on doit apporter une surcouche en fait à tout ce qu'on va apprendre avec le DevOps pour mieux apprécier et appréhender les systèmes de machine learning. Donc il y a des choses en commun avec le DevOps et il y a certaines expressions qu'on utilise en DevOps qu'on peut adapter. Un exemple, en DevOps on parle beaucoup de mur de la confusion. Donc pour vous expliquer rapidement, le mur de la confusion, c'est d'un côté on a les devs qui vont vouloir régulièrement pousser des améliorations du produit et changer les choses, donc eux ils veulent du changement. Et de l'autre côté on a les ops qui doivent maintenir tout ça et pour qui ce serait plus intéressant d'avoir de la stabilité. Donc d'un côté on a du changement, d'un côté on a de la stabilité. On a 2 groupes d'équipes qui ont des objectifs assez antagonistes et qui doivent travailler ensemble. Ça crée un mur.
Donc autant en DevOps, on parle de mur de la confusion, autant en MLOps, on pourrait parler de canyon de la confusion. Parce que là, d'un coup, il y a plus d'acteurs encore, et ça peut devenir très compliqué de se comprendre. C'est d'autant plus complexe qu'on a des acteurs en plus, et je trouve que on le voit bien dans une des représentations graphiques du MLOps qu'on peut le plus croiser actuellement, qui est celle-ci. Alors avant d'aller plus loin, un petit rappel, le MLOps, c'est vraiment le Far West. On est dans un domaine naissant, et du coup, il y a pas mal de références qui sont différentes d'un endroit à l'autre. Les gens ne vont pas nommer les choses de la même manière d'un espace à l'autre et les représenter de la même manière. Donc vous pouvez trouver d'autres représentations graphiques du MLOps, mais moi je trouve que celle-ci, elle est assez parlante, parce que d'un côté, on a l'inspiration du DevOps. La représentation graphique du DevOps, c'est une boucle simple infinie, où on a Dev et Ops, mais là on a aussi ce que j'appelle les data people, donc data engineer, ML engineer, data scientist, qui sont représentés. Et donc on a vraiment une pluralité de types de métiers qui doivent travailler ensemble, et ça rend les choses d'autant plus complexes. Alors, le MLOps est un héritage du DevOps, par conséquent, il y a des choses qu'on va y retrouver, l'importance d'avoir un bon versioning. La CI/CD, c'est quelque chose dont on parle aussi en DevOps, et qu'on va aussi retrouver en MLOps. On a également une forte importance qui est mise sur la collaboration, mais comme j'ai dit, c'est pas toujours pareil. Si je devais résumer ça d'une manière bête et méchante, je pourrais dire une app classique, ça ne se dégrade pas, à moins qu'il y ait vraiment un problème. Un modèle, lui, si. Ça nécessite d'adapter certaines parties de tout cela. Alors, on peut avoir plusieurs défis qui sont assez typiques du milieu du machine learning qu'il va falloir tacler. J'en mets quelques-uns ici, mais il y en a plein d'autres. Là, ce sont plutôt des défis techniques. Par exemple, on peut avoir des problèmes de qualité des données. Si les données sont d'une qualité insatisfaisante, les prédictions le seront aussi, le fameux garbage in, garbage out. On peut avoir un manque de scalabilité, un modèle qui arrive en production et qui du coup n'arrive pas à faire face à la volumétrie de données qu'on a en production. On peut avoir un changement de comportement de la cible de prédiction. Alors là, je vais vous faire un petit exemple, parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement et que je trouve assez intéressant. Imaginons qu'on a un modèle qui doit prédire des fraudes. Les fraudeurs ont une certaine manière de frauder, ça se voit dans le dataset sur lequel ce modèle a été entraîné, et c'est comme ça qu'il peut les détecter. Mettons que les fraudeurs décident qu'ils vont changer de technique de fraude parce que c'est trop facile, ils sont à voir à chaque fois. Le modèle, il ne le sait pas. Il n'a pas encore ces nouvelles données dans son dataset. Par conséquent, il va mal les prédire. C'est ce qu'on appelle du concept drift, le fait que le modèle dévie dû à quelque chose qui est extérieur. Alors, le domaine du drift, c'est un petit peu plus large que le concept drift, et je vous encourage à vous renseigner dessus, mais c'est encore un autre des défis auxquels on peut devoir faire face en tant que practitioner MLOps. Donc autant on peut avoir des défis techniques, mais on peut aussi avoir des défis humains. Des équipes qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas les mêmes enjeux, et qui du coup vont pas réussir à travailler ensemble, parce que du coup elles vont se retrouver silotées. Le fait de ne pas avoir une culture commune, ça peut être très handicapant, et c'est un problème aussi sérieux qu'un défi technique qu'on devrait relever. Mais revenons un instant sur les défis techniques. Le MLOps vous propose toute une panoplie d'outils pour pouvoir tacler tous ces défis techniques. Alors, il y en a plein sur toute la longueur du pipeline machine learning. Par exemple, on a parlé de problèmes de qualité des données. On pourrait implémenter une brique de data analysis pour être sûr qu'en fait nos données à l'entrée elles sont de bonne qualité et garantir cela dans notre système de production. Si on a des raisons de penser que notre modèle drift, dans ce cas-là on peut implémenter une brique de modèle monitoring. On a plusieurs options. Donc mettons que je suis une organisation qui veut implémenter du MLOps dans mon entreprise. Il va falloir que je commence quelque part. Je vais faire des recherches et je vais probablement tomber sur le framework suivant. Donc ça, c'est le framework de Google, qui est un des premiers qu'on trouve en faisant des recherches sur Google, ça c'est évident. Ça, c'est le modèle le plus abouti selon Google.
de ce que vous pouvez implémenter en matière de MLOps dans votre cycle de production, où tout est automatisé, il y a tout ce qu'il faut, où il faut. Non, je vous laisse juste regarder. Ça fait beaucoup, hein. Non, parce que voilà, du coup, il faut comme ça. C'est ce que Google vous demande de faire, et quand vous démarrez et que vous voyez tout de suite ce genre de schéma, ça peut être un peu bon. Et bien, ça tombe bien. Moi, je suis là pour vous dire que vous n'êtes pas Google, et que c'est pas grave. Cette phrase, elle a été prononcée par Jacopo Dall'Ague, qui est un practitioner MLOps, dans un podcast de MLOps. Et M. Dall'Ague est à l'origine d'un concept auquel on va s'intéresser maintenant, c'est le Reasonable Scale MLOps. Alors, Reasonable Scale MLOps, c'est quoi? Ça part d'un constat. Le MLOps, il doit être envisagé à votre échelle. Quand on voit ce genre de schéma, de framework, ça peut être assez impressionnant, et au final, on peut très vite s'imaginer qu'on va avoir un chantier faramineux à mettre en place si jamais on veut implémenter du MLOps dans son entreprise, ce qui n'est pas vrai. Donc, il faut vraiment se concentrer sur ce qui va vous apporter de la valeur à vous. Parce que les GAFAM, ils font face à des défis qui sont très très différents de ceux de l'immense majorité des stakeholders du MLOps aujourd'hui. Donc au final, c'est plutôt contre-productif de tout de suite se lancer dans ce genre de framework. Pour se lancer, je pense qu'il faut surtout se poser une question qui est la même pour tout le monde. Quels sont les besoins immédiats de mon entreprise ? Donc la question elle est la même pour tout le monde, et la réponse elle est très différente d'une organisation à l'autre. Ça peut dépendre de plein de choses. Par exemple, est-ce que vous avez des raisons de penser que vos modèles driftent? Et donc là, la priorité, c'est d'implémenter du modèle monitoring pour pouvoir le repérer et réentraîner et redéployer aux besoins. Est-ce que vous jonglez beaucoup avec les features et du coup vous pourriez bénéficier d'un feature store pour pouvoir les avoir sous la main et faire tout ce que vous voulez plus rapidement? Est-ce que vous faites beaucoup d'expérimentation avec vos modèles et du coup vous aimeriez les avoir sous la main pour pouvoir choisir lequel au final vous allez partir avec? Donc dans ce cas-là, vous auriez besoin d'une brique d'experiment tracking. Ou tout simplement, est-ce que la priorité aujourd'hui, ce ne serait pas la collaboration data engineer, data scientist? Parce que comme on l'a vu avant, c'est aussi très important. Il faut trouver où commencer, juste un endroit, et itérer à partir de là. Donc ça, c'est quand on commence, et par la suite, très vite, on va avoir besoin de mesurer ses succès. Et là, on peut se retourner vers le DevOps. Parce que le DevOps nous apporte un modèle qui peut nous aider à mesurer tout ça assez facilement. C'est le modèle CALMS. Alors, pour la petite histoire, à la base, le modèle CALMS s'appelle le modèle CALM, sans S. Et ça vient de la fameuse expression britannique « Keep calm and carry on ». Et les DevOps, ils disent « Keep calm and embrace DevOps ». Voilà. Mais on a quand même rajouté le S, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça a son importance. Donc déjà, on va un petit peu traverser l'acronyme. C'est comme culture, avoir une culture MLOps commune à toute l'entreprise, à toute l'organisation, avoir une culture forte qui permette aux gens de parler le même langage, c'est super important. Automation, automatiser au maximum les processus. Lean, qui vient de Lean IT. Alors le principe du Lean IT, c'est d'identifier les étapes qui génèrent le plus de valeur et d'automatiser tout ce qu'il y a autour, enfin de l'optimiser au maximum, comme par exemple réduire le temps qu'on passe dessus. Measurement, mesurer régulièrement, avoir des bons KPI à mesurer, des métriques qu'on va pouvoir traquer facilement, comme par exemple le time to deployment ou le nombre de bugs. Et enfin le fameux S, sharing. Alors pourquoi il n'existait pas à l'origine? Tout simplement parce qu'on pourrait sous-entendre sharing dans culture. Peut-être que le partage, ça fait partie de la culture, mais c'est tellement important. Ces aspects, on va dire, peut-être soft skills, sont tellement importants qu'il a été rajouté par la suite. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on médite là-dessus parce que dans le MLOps, on a besoin de beaucoup de culture. C'est quelque chose qui est peut-être pas encore assez développé dans ce domaine naissant qu'est le MLOps actuellement. Parce que, alors, je vais me baser sur un article qui est fait par un practitioner du MLOps et qui partage sa vision de ce qu'est le DevOps actuellement et de ce qu'est le MLOps. Et je trouve que, moi je partage la même vision, mais lui dans son article il utilise des chiffres qui sont un peu approximatifs, donc je vais vous le représenter autrement.
Voilà la situation. De nos jours, le DevOps, c'est principalement de la culture, puis des pratiques, puis des outils. Le MLOps. Je ne sais pas si vous avez fait des recherches autour de ça avant de venir, ou dans votre pratique, mais quand on fait des recherches autour du MLOps, on trouve une très grande majorité d'outils. Le top 20 des meilleurs outils pour faire du data analysis ou ce genre de choses. Et donc du coup, actuellement, on est plutôt comme ça. On a principalement des outils, puis un peu de pratique, et vraiment assez peu de culture. Et on doit mettre l'accent sur la culture. Parce que les meilleurs résultats, on ne va pas les obtenir quand on arrivera à utiliser à la perfection l'outil du top 1 de data analysis ou que sais-je. C'est quand on va réussir à faire travailler efficacement data engineer, data scientist et ops. Le machine learning, c'est pas facile. Le machine learning réussit encore moins. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille sur cette culture naissante et qu'on se construise ensemble, un cadre. Je l'ai dit avant, le machine learning, c'est un peu le Far West. Ça veut dire qu'il y a tout à faire, mais ça veut aussi dire qu'il y a énormément de possibilités. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, on est surtout entre gens du ML. Il n'y a pas beaucoup d'ops. Moi, j'en ai ramené un, mais j'en vois pas beaucoup. Et quand on dit culture commune, il faut qu'on aille vers les ops, qu'on échange plus avec eux. Moi, personnellement, je travaille en étroite collaboration avec un DevOps et ça génère énormément de valeur dans ce que je fais aujourd'hui parce que lui, il vient du monde du DevOps, moi, je viens du monde du Machine Learning, je suis MLOps Engineer, ce qui est un rôle assez nouveau. Et il se construit en échangeant au maximum avec ces autres équipes, qui parfois font des choses qui n'ont rien à voir avec nous, et ça génère encore plus d'intérêt, parce qu'on apprend des choses et on est complètement hors de sa zone de confort. Je pense que c'est ça, en fait, le pont. C'est cette culture qu'on peut construire ensemble. Je vais vous laisser avec une petite quote. Une montagne, si haute soit-elle, craint un homme lent mais déterminé. Je pense que c'est ce qu'on doit être aujourd'hui dans la construction de ce domaine, de ce pont, en fait, pour enfin faciliter les échanges entre dev et prod et qu'on se comprenne enfin et qu'on parle tous enfin le même langage. Il faut qu'on avance à notre rythme, mais qu'on soit déterminé. Et de cette manière, dans ce domaine où il y a encore plein de possibilités et où on peut tout réinventer, je pense qu'on va pouvoir générer une valeur. Je pense qu'on n'a même pas idée de la valeur qu'on peut générer à partir de ça.